Bonjour à tous, bienvenue dans Business Models, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. Quand on entreprend, on apprend plein de choses théoriques et très vite pratiques. On n'a jamais fini d'apprendre et c'est le sujet de Business Model aujourd'hui. Bonjour Thibaut. Bonjour. Bienvenue dans Business Models. On va parler ensemble de Socrate, votre entreprise. Le pitch en quelques mots. Socrate, c'est le premier réseau social européen du savoir et du partage de connaissances. Nous sommes partis du constat que chaque acteur de notre société avait de la connaissance. Et ça nous tenait à cœur d'apporter un nouveau modèle de réseau social qui allait un petit peu à contresens des différents réseaux sociaux qui existent, l'impact qu'ils peuvent avoir sur notre société. Aujourd'hui, les réseaux sociaux existants ont une forte connotation au divertissement. On a voulu apporter un réseau social intelligent, valoriser la connaissance de chaque acteur de notre société, leur permettre de contribuer au développement de l'intelligence collective. Et donc Socrate, concrètement, c'est une place de marché pour référencer tous les contenus de connaissances de nos utilisateurs sous tous les formats, vidéos, podcasts, cours, formations, conférences live ou rediffusées. Et autour de cette place de marché, nous avons développé un modèle de réseau social pour créer du lien, des rencontres et de l'interaction sur un comportement d'utilisation déjà connu par les individus autour de la connaissance. C'est un long pitch. Si vous deviez le faire en une phrase, ça serait quoi? Ça serait Socrate, le réseau social du savoir et du partage de connaissances. Voilà. C'est plus vendeur, du coup, et plus compact. Alors, on s'intéresse toujours un peu, on va revenir bien sûr sur l'aventure de Socrate, mais à votre contexte, à l'environnement, l'actualité. Dans le domaine de l'éducation, il se passe beaucoup de choses. C'est vrai que les nouveaux outils dont vous faites partie révolutionnent beaucoup l'enseignement. Est-ce qu'il y a des choses qui retiennent votre attention ? Aujourd'hui, on constate que le digital a pris une part très importante sur le monde de l'éducation. Le domaine de l'éducation publique est relativement assez dépassé par toute l'évolution et toute l'accélération d'innovation que permet le digital. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tous ces organes publics font appel à des startups comme nous, qui cherchons à créer de l'innovation, à créer de nouvelles expériences d'utilisation et d'accès à la connaissance. Et c'est toute l'intention que nous avons, c'est de faciliter l'accès à la connaissance et de valoriser la connaissance de chacun. Alors, c'est vrai qu'on commence à avoir un peu de recul avec ce digital learning, cette éducation, enfin ces formations numériques. C'est vrai que c'est assez formidable de se dire que maintenant, en tout point de la Terre, à toute époque, à tout âge, on peut avoir accès à la connaissance. Et quand vous discutez avec les professeurs, à ceux qui sont responsables finalement de former les uns et les autres, ils vous disent, finalement, le digital, c'est super, mais ça ne remplace pas l'enseignement présentiel. Comment est-ce que vous voyez l'articulation entre les deux ? C'est exactement là où se positionne Socrate, c'est-à-dire qu'il existe le e-learning, c'est-à-dire l'interaction de l'individu sur des contenus de connaissances où il y a peu d'interaction humaine. Et Socrate veut ramener un environnement social autour de la connaissance pour assurer cette interaction humaine et permettre également l'accès à du contenu e-learning. Mais interaction humaine à distance, qu'est-ce que vous faites du présentiel ? À distance et en présentiel, c'est-à-dire que le Socrate permet d'organiser des sessions, des événements en présentiel, des conférences en présentiel, mais également en ligne, surtout depuis le Covid. Depuis le Covid, c'est à ce moment-là que nous avons pu commencer à accélérer le déploiement de notre solution, où le présentiel était plus compliqué, mais on constate qu'après cette vague Covid, le présentiel manque, et c'est pour ça que nous l'avons intégré à la plateforme. Ah d'accord, donc ça, c'est quelque chose auquel vous avez déjà réfléchi. Le présentiel fait partie intégrante de la... Exactement, et c'est exactement comme ça que Socrate a commencé. Lorsqu'on a commencé dans les écoles, Socrate était une simple application de service, de mise en relation d'entraide étudiante, et l'application permettait de créer des sessions d'entraide en présentiel ou en ligne. Alors, il y a déjà une offre assez pléthorique de savoir, encore une fois, on a dans la poche chacun des outils de connaissances fantastiques. Si vous voulez apprendre à faire des choux à la crème ou à mieux faire du ski, vous pouvez aller sur YouTube, vous allez avoir des gens qui vous partagent leur expertise, leur savoir. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à des réseaux comme ça ? Alors nous, aujourd'hui, il faut savoir que les réseaux sociaux existants ont un business model on va dire passif par rapport à la rémunération de leurs utilisateurs qui créent du contenu. Exemple, sur YouTube, on va faire 1 million de vues, on va avoir une rémunération de 350 € de la part de YouTube. Nous, notre démarche, et YouTube
permet exclusivement de partager du contenu sous la forme du format vidéo. Nous, sur Socrate, on n'a pas défini un format spécifique à la place de marché de Socrate. Nous pouvons gérer tout type de format, donc, comme j'ai pu le dire juste avant. Et nous avons vraiment pris le pas de redonner les armes aux créateurs de contenu, et qu'elles soient personnes morales ou personnes physiques, en leur permettant d'établir eux-mêmes la monétisation de leur contenu. Mais Socrate, il faut savoir que Socrate n'impose pas la monétisation des contenus. Les créateurs peuvent également mettre à disposition gratuitement les contenus sur la place de marché. Je reste sur un autre sujet d'actualité qui est un peu plus large. C'est celui de la baisse du niveau des élèves, en particulier en France. On voit dans les classements la France reculer. Comment est-ce que vous l'expliquez ça? Vous avez analysé un peu ce sujet? On a analysé ce sujet. Pour la petite histoire, je n'ai jamais été quelqu'un qui était très actif sur les réseaux sociaux. J'ai la chance d'avoir une petite sœur, un petit frère. J'ai pu voir l'impact des réseaux sociaux émergents sur le comportement et l'utilisation quotidienne de ces réseaux sociaux où les utilisateurs ont une certaine appétence, car c'est que du divertissement, donc ça distrait. C'est sûr que c'est un petit peu moins engageant pour cette nouvelle génération d'aller sur un réseau social intellectuel, intelligent. Mais nous, on a vraiment voulu partir de ce constat de divertissement en disant le divertissement existe, ce modèle de réseau social autour du divertissement fonctionne bien. Nous, on veut aller contrecarrer ce tunnel de divertissement en apportant également un même type d'utilisation autour de la connaissance. Faire un réseau social intelligent, on pourrait dire. Et c'est comme ça que vous expliquez, en regardant vos petits frères, petites sœurs, cette baisse du niveau scolaire, parce que finalement, on est happé par des distractions. Le temps de cerveau disponible va plus vers les Marseillais que vers les bouquins d'histoire. Alors, c'est pas forcément de la télé-réalité, fait partie des variables de divertissement, mais comment les réseaux sociaux ont pu éduquer la conscience collective, c'est on peut passer énormément de temps sur de la distraction de divertissement, mais on a moins l'automatisme d'aller vers une démarche d'aller chercher de la connaissance par soi-même. Et comment est-ce qu'on fait pour redonner aux jeunes générations ce goût de la connaissance? Je pense que toute notre démarche, c'est d'essayer de leur apporter une utilisation et une expérience utilisateur qu'ils maîtrisent déjà, dont la finalité est d'accéder à de la connaissance, et de leur permettre et de leur faire comprendre qu'ils peuvent demain se développer une certaine notoriété et légitimité à pouvoir monétiser leur contenu de connaissance. Nous vivons dans un système capitaliste. Socrate ne prône pas la monétisation de la connaissance, nous prenons l'accès à la connaissance. C'est pour cela qu'on va trouver aussi bien des contenus gratuits que payants. Mais lorsque nous étions dans les écoles et que nous tournions dans les écoles, il y avait des étudiants qui pouvaient gagner jusqu'à 6 000 € par mois. Et je pense que dans ce système actuel, dans la conjoncture économique actuelle, le fait d'avoir cet objectif de pouvoir gagner de l'argent anime, mais on constate que ce n'est pas que ça et qu'il y a une certaine population dans la population qui a envie d'accéder, d'interagir et de se développer une notoriété autour du partage de connaissances. On va revenir sur toute cette entreprise qu'est Socrate, mais on va maintenant s'intéresser plus en détail à comment est née l'aventure. Alors, vous l'avez rappelé, c'est né à l'école finalement. C'est assez logique finalement. C'est né d'une idée durant mes études à l'EDEC. J'ai fait une école de commerce à Lille. Et ma volonté a été de réguler et de faciliter l'organisation de sessions d'entraide entre étudiants, en disant les professeurs font bien leur travail, nous inculquent le savoir nécessaire pour passer et évoluer dans nos classes durant nos études supérieures. Mais on constate que les étudiants, il y avait un besoin d'entraide ou de réassurance avant les examens. C'est le soutien scolaire un peu, ça a toujours existé ça, l'entraide entre élèves? Ça a toujours existé, sauf que nous, on n'a pas pris le pas du modèle du cours particulier, mais plus de créer des vrais cours de partage de connaissances collectif. Donc en moyenne, les sessions, on pouvait compter entre 30 et 60 étudiants par session. Donc vous faisiez en parallèle les cours que les profs pouvaient faire par ailleurs, ou différemment. Mais... Les profs ne peuvent pas donner de cours de soutien dans les enseignements supérieurs, mis à part s'ils le font dans une activité, on va dire, personnelle. Et donc certains étudiants
pour arrondir leur fin de mois, ou voire même parce que certains étudiants appréciaient sincèrement de partager leurs connaissances, organiser ces sessions-là, on va dire 1 mois avant les examens. D'accord. Et donc ça a eu un succès, et vous avez dit, tiens, il y a quelque chose à creuser. On a commencé à l'EDEC, on l'a déployé dans toutes les écoles de commerce, d'enseignement supérieur, d'ingénieurs et d'universités parisiennes. Ça a fonctionné, donc le concept c'était l'étudiant va partager sa connaissance à d'autres étudiants d'une même école. Et on a pris le pas, à la suite de l'obtention de la marque Socrate en Europe en novembre 2020, nous avons pris le pas d'ouvrir notre solution au grand public, d'essayer d'aller relever le défi, de dire comment ça pourrait se comporter au sein de grandeur nature. Et on a eu la bonne surprise de voir que le partage de connaissances ne concernait pas que les étudiants avant leurs examens, ça concernait tout le monde, et que selon les valeurs et les convictions que nous portons au quotidien pour développer Socrate, l'éducation et la connaissance, c'est le fondement même d'une société qui s'accomplit dans le bon sens. Comment est-ce que vous partagiez le savoir entre étudiants? Vous filmiez les sessions? Alors c'était en présentiel ou en ligne. Donc en ligne, ça se faisait sur... Donc on n'avait pas développé d'outils streaming internes à la solution. Donc on pouvait mettre son lien Zoom, Teams, Skype, ce que l'étudiant souhaitait. Et comment ça se passait en ligne? Il y avait un partage d'écran. Et 50 étudiants interagissaient sur le partage d'écran du mentor. En ligne, en présentiel, ça s'effectue de la même façon, sauf que l'étudiant mentor était au tableau et expliquait soit le TD, soit le chapitre du module avant l'examen. C'est rigolo parce que ça ressemble un peu à la naissance de Facebook. Facebook était né un petit trombinoscope étudiant avant de devenir un énorme réseau social qu'on connaît tous. C'est un peu un parallèle que vous êtes fait? J'ai pas... comme tout le monde, je pense, j'ai vu le film de Facebook, etc. Donc Facebook, ça a vraiment eu... L'intention première, ça a été de créer du lien social entre les étudiants. Nous, l'intérêt premier a été de régir et de faciliter l'expérience de partage de connaissances entre les étudiants en gérant la gestion de la session, le paiement et la notoriété du mentor. Mais dès que vous commencez ce soutien scolaire entre étudiants, vous dites, tiens, il y a un business derrière, je vais en faire une entreprise, ou au début, c'était juste un peu pour vous amuser ou pour voir? Exactement. J'étais très impliqué dans la vie associative de mon école. Au début, je l'ai fait de manière, on va dire, un petit peu pour... parce que ça m'amusait, au final, ça m'amusait. Et à partir de quand vous vous êtes dit, tiens, on pourrait en faire un business? C'était quoi le déclic? Le déclic, ça a été pour valider mon master à l'EDEC. Je pouvais faire un stage de fin d'études en entreprise ou faire un stage de fin d'études sur mon projet validé par l'incubateur de l'EDEC. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai fait le choix de ne pas faire un stage de fin d'études en entreprise, mais de valider mon diplôme au travers de mon entreprise qui me tenait à cœur, qui m'animait, je me suis engagé, j'ai créé la société officiellement. Et entre le moment où vous faites cette démarche et aujourd'hui, entre la théorie et la pratique, il y a eu beaucoup de décalage, il y a beaucoup de choses qui ont évolué? Ah oui. Oui, c'est toujours comme ça. Le contraire m'eût étonné. Ah oui, non, c'est pas du tout un long fleuve tranquille entre ce qu'on imagine de manière assez utopique en disant on va arriver là, et voilà les grandes étapes. Et la réalité du moment présent, c'est complètement différent. Est-ce qu'on peut raconter peut-être quelques étapes clés, cruciales dans ce parcours? Alors oui, l'une des principales étapes, ça a été la rencontre avec le premier CTO de Socrate, donc le directeur technique de l'époque. Le développeur en chef. Le développeur en chef. Donc là, je pense que la variable la plus complexe dans un projet entrepreneuriat, c'est la variable humaine. C'est trouver les bonnes personnes, être entouré des bonnes personnes, être accompagné par les bonnes personnes. La deuxième grande étape, ça a été le pivot de Socrate, en disant Socrate avait une vision très étudiante, très scolaire, d'entraide étudiante. Le fait de se dire nous allons adresser et porter une ambition forte de développer le premier réseau social européen du savoir et du partage de connaissances paraissait au début très ambitieuse, mais a été soutenue par le premier conseil d'administration de Socrate, qui nous a permis de lancer un développement très
très concis et précis grâce à ce directeur technique et ce conseil d'administration, parce que faire un nouveau réseau social grand public, tout le monde peut avoir une réaction à un réseau social de plus, tout le monde veut faire un réseau social, mais c'est très difficile de faire un réseau social, ça coûte beaucoup d'argent, surtout un réseau social grand public. Et donc, voilà, je passe tous ces sujets de financement où les... Mais revenons sur cette rencontre avec ce directeur technique, ce CTO. Comment s'est faite cette rencontre? Comment est-ce que vous vous êtes dit, tiens, c'est la bonne personne pour accompagner Socrate? Ça s'est fait lors d'un hackathon. Un hackathon qui est on va dire un concours de création d'entreprise sur 3 jours, organisé avec l'école de commerce, l'EDEC, l'école supérieure de journalisme et Epitech, une école de développeurs. Voilà, de plus en plus d'écoles privées organisent ce type d'événements pour créer du lien, créer des rencontres entre des compétences complémentaires pour réaliser des projets. Et voilà, il était dans une autre équipe avec des amis de ma classe et il avait développé une application en 2 jours. Et donc je me suis dit, bon, je vais le contacter. Je vous ai dit, lui, il est doué. Voilà, je suis parti comme ça. Voilà, après, la vie a fait que dans une entreprise, les choses évoluent. Aujourd'hui, on a structuré une équipe très senior. On est passé d'une moyenne d'âge de 24 ans à une moyenne d'âge de 36 ans. Nous commençons à accélérer, à devoir atteindre certains objectifs qui, on peut être un génie, mais dans le monde technique, dans le monde de l'informatique, de l'IT, à un moment, ça ne suffit plus d'être un génie. Il faut vivre des expériences qui permettent de consolider les compétences. Et ça a été tout le sujet de cet été. Et donc, il n'est plus là? Donc non, il n'est plus là. Il n'est plus là. Aujourd'hui, on a une équipe, donc on a une équipe vraiment de seniors. Vous parliez de Socrate, vous avez récupéré la marque au niveau européen. Ça a été un enjeu important pour vous? Très important. C'est-à-dire qu'au démarrage, quand on commence une entreprise, quand on est jeune, on est un petit peu insouciant de tout. La marque Socrate, pour la petite histoire, on m'a offert le livre de Socrate et Platon quand j'avais 17 ans. J'ai eu beaucoup d'appétence pour la philosophie. Au moment de développer Socrate, l'entreprise, en vue du cœur d'activité, la marque Socrate m'a paru une évidence. Mais de manière insouciante, j'ai mis Socrate partout. Je n'avais pas encore déposé la marque. Et j'ai pris l'initiative de déposer cette marque en début 2020. Et nous avions, voilà, à l'EIPE directement, nous avons eu 8 mois de période d'opposition. Et nous avons réussi à l'obtenir, ce qui nous a permis derrière ça de créer une valeur interne à l'entreprise, parce que ça a une vraie valeur d'avoir une marque aussi forte. Oui, ça c'est important, hein. Il faut le rappeler à ceux qui nous regardent. Déposer une marque, c'est essentiel pour se faire connaître et protéger son nom. Exactement. Et vérifier surtout que d'autres ne l'utilisent pas avant, parce que sinon on a un problème. Exactement. Si on avance en avance rapide, maintenant, c'est quoi la stratégie de développement de Socrate? Donc, on a fini le développement, on a la plus grande phase de développement en décembre 2021. En janvier 2022, nous avons lancé le réseau social grand public en bêta pour optimiser l'expérience utilisateur, corriger les bugs. Et nous avons laissé vivre l'environnement grand public jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui, nous comptons 35 000 téléchargements, 12 000 utilisateurs actifs. Il y a eu à peu près 30 000 euros de volume de transactions sur la plateforme. Mais qui dit réseau social grand public dit besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir créer de l'acquisition, consolider l'environnement technique, développer de nouvelles fonctionnalités, assurer la variable de rétention des utilisateurs sur la plateforme. Et ce qui a été assez agréable en ce début d'année 2022, c'est que nous avons eu la chance que de nombreux décideurs, de patrons d'entreprise, de présidents d'associations, même des représentants du gouvernement viennent nous voir et nous disent Socrate, c'est une super initiative, on vous soutient, parce qu'on arrive un petit peu à contresens de l'impact des réseaux sociaux actuels sur notre société. On est dans une démarche de souveraineté numérique et de sécurité où on vérifie l'identité de tous nos utilisateurs pour éviter les dérives du digital. Et en ce début d'année, nous avons eu tout cet intérêt sur notre technologie pour que les organisations s'approprient notre technologie en marque blanche pour centraliser toutes leurs connaissances sur une place de marché, valoriser les collaborateurs qui souhaitent contribuer au développement de l'intelligence collective
en proposant des contenus de connaissances. Donc ce que vous dites, c'est que vous avez mis le doigt sur un nouveau business model, le B2B. On a mis le doigt sur un nouveau business model. On l'avait en tête. Pour être totalement franc, on l'avait en tête. On n'aurait jamais pensé le faire aussitôt. Mais étant donné que, vu la conjoncture aussi économique actuelle du monde de l'investissement, qui a beaucoup d'appétence sur le B2C, mais qui est beaucoup plus engagé financièrement sur le B2B, ça nous a paru comme une évidence de se focaliser sur une stratégie B2B, sachant que nous avons eu, c'est le marché qui est venu à nous. Donc nous avons structuré une offre B2B entre mars et mai 2022. Nous avons rentré notre premier contrat en mai 2022. La peinture est encore toute fraîche. Voilà, et là, nous sommes en train d'accélérer, de contractualiser avec de nombreux clients. On va voir Thibaut maintenant, qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre ? Donc une séquence un peu plus personnelle sur vous, qu'est-ce qui vous plaît en tant qu'entrepreneur au quotidien, qu'est-ce qui vous donne envie et de continuer à apprendre ce qu'est un entrepreneur ? La variable la plus importante pour moi, c'est la connaissance. C'est tout ce que j'apprends sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faut apprendre, d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, dans quel que soit le business, quand on n'est pas forcément... voilà, quand on entreprend, de toute façon, on ne sait jamais ce qui vous attend, mais c'est quoi les grands savoirs, vous diriez ? Je pense que c'est tout le segment de l'intelligence sociale et humaine. Parce que la variable la plus complexe, je le répète, c'est l'humain. Savoir bien s'entourer, fédérer, créer de la confiance, créer des synergies de productivité, ça c'est le plus dur. On ne maîtrise pas toujours tout, parce que l'humain est porté par ses émotions, donc des fois ça nous dépasse. C'est très difficile à gérer. La deuxième variable, c'est la résilience. C'est jamais un long fleuve tranquille. Il y a plein d'obstacles, plein d'étapes. Tout est fait sur le chemin pour qu'on arrête. Et ça, comment est-ce qu'on s'aguerrit à la résilience ? Ça émane d'une conviction forte de l'accomplissement du projet, de sa conviction personnelle qu'en tant que porteur de projet, fondateur. On a la foi, on pourrait dire. On a la foi, on se dit... Après, on va s'appuyer on va rationaliser ses pensées en se disant il n'y a pas de hasard, si cette étape-là se présente devant moi, c'est que je dois apprendre ça pour passer à l'étape d'après. Je pense que c'est toute cette démarche, on va dire... c'est très psychologique, hein, on n'interagit qu'avec soi-même. C'est-à-dire que quand il n'y a personne au-dessus de nous, on peut se référer ou s'appuyer sur personne, mis à part les mentors ou le conseil d'administration. Ou encore, voilà, il y a eu Sixtine Rose qui m'a rejoint, qui est la directrice générale adjointe de Socrate, où voilà, on se soutient mutuellement et on se tire vers le haut. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important dans une aventure entrepreneuriale. Et vous avez toujours su que vous seriez entrepreneur ou c'est un hasard ? Non, je l'ai toujours su. J'ai toujours su, de par ma personnalité, mon profil. J'ai jamais été... j'étais un enfant avec des facilités à l'école et qui n'était pas très... Je ne m'identifiais pas trop au système éducatif dans lequel j'évoluais. J'ai baigné dans un monde d'entrepreneurs de par la profession de mon père, de la profession de mes grands-parents, etc. Ouais, donc c'était une tradition familiale, finalement. En fait, c'est cette dimension de liberté d'expression qui m'a beaucoup animé en me disant on peut réussir à créer, à réaliser ses rêves, à réaliser ce qu'on imagine grâce à l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous inspirent ou qui vous ont inspiré dans votre parcours ? Ah oui, je m'inspire, l'une des personnes qui m'inspire le plus, c'est Steve Jobs, bien sûr. J'ai regardé tous ses films, lu tous ses livres. C'est cette dimension... marketing et vision stratégique qui est exceptionnelle. J'ai également Bill Gates, à travers de comment a commencé Microsoft, de sa stratégie, où on comprend que le droit est la variable fondamentale de l'accomplissement d'un bon projet. Voilà, je dirais que c'est les deux personnalités qui me... Donc des grands mythes, hein, pas des gens plus proches de vous Ah, donc ça, c'est mes références, on va dire, que je ne connais pas, hein, bien sûr, mais qui m'ont qui m'ont forgé dans ce que quelqu'un pourrait devenir ou accomplir dans une démarche d'entrepreneur. Sinon, autour de moi, je dirais que c'est ma grand-mère et mon père. D'accord. Tradition familiale, donc, mes grands-parents ont une histoire...
une histoire assez forte. Je suis d'origine libanaise par ma famille côté papa et franco-allemand du côté maman. Et du côté de mon père, mes grands-parents étaient des pauvres paysans qui ont fui la guerre du Liban et qui ont qui sont devenus entrepreneurs malgré eux. Sinon, ils restaient dans la misère et ils se sont. Et voilà, cette histoire-là est l'une de mes forces principales. Et c'est vrai que la création d'entreprise est un vrai ascenseur social, il en reste, et ça en fait partie. Oui. Merci Thibaut d'avoir partagé avec nous l'aventure Socrate, et puis bon vent pour la suite. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous suivre fidèlement sur Télésud pour cette émission sur la création d'entreprise Business Model. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.